Spotlight, le podcast de décryptage ciné-série qui met en lumière les phénomènes du moment. Spotlight. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Spotlight entièrement consacré à la série Netflix événement The Witcher qui déchaîne les passions depuis son arrivée sur la plateforme le 20 décembre dernier. C'est le cas aussi au sein de la rédaction d'Allociné, on est loin d'être tous d'accord, on va donc en débattre dans la joie et la bonne humeur, la mauvaise foi peut-être aussi. Je suis Jean-Maxime Renaud et j'ai autour de moi 4 journalistes qui ont binge-watché la série jour et nuit pendant leurs vacances. Olivier Palaruelo, notre expert jeu vidéo qui connaît la saga Witcher sur le bout des doigts. Salut Bonjour. Olivier. Bonjour. Mais également Shaima Tounsi, Megan Choquet et Thomas Desroches. Salut. Salut. Avant de rentrer dans le vif du sujet, question rituelle, si vous deviez résumer The Witcher en un mot, ce serait lequel ? Thomas, c'est toi qui commences. Je suis sûr de vouloir commencer par moi. Oui, vas-y. En un mot, Ouais, ringard. ça clash. Ça commence à être violent là. Megan ? Bordélique. Oh oh. Je sais pas ce que va donner cette émission, mais j'ai un peu peur tout à coup. Et Shaima ? Qui tend à s'améliorer. Bon, C'est d'accord. un seul mot là. Et toi, Olivier ? Encourageant. Ah, bon. Ah, mais c'est ça que je voulais dire, ça venait pas. Une petite note positive. Alors Olivier, je t'ai confié la mission de nous faire un petit The Witcher pour les nuls. Alors dis-nous tout, c'est quoi cette saga qu'on peut dire déjà culte ? C'est une lourde tâche là, que tu m'as confiée. Alors, pour simplifier, en fait, c'est une série qui a commencé en 86 en fait, par une nouvelle écrite dans un magazine fantastique, écrit par un auteur polonais qui s'appelle Andrzej Sapkowski. Sapkowski, c'est compliqué. On t'en veut pas. Ouais, Puis ensuite, il a écrit les romans, une série de romans en l'occurrence. Il y en a 8 actuellement, entre 90 et en gros les années 2000. Pour simplifier un petit peu, c'est en fait l'univers classique de la fantasy avec des ajouts de la mythologie slave et un zeste d'histoire polonaise. Rien. Donc en gros, ça représente quoi ? Donc j'ai dit 8 livres, c'est traduit actuellement en 37 langues. Il y a 15 millions de lecteurs dans le monde, dont 1 million en France. Quand même. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et ce sont aussi 3 jeux vidéo assez brillants qui sont sortis entre 2007 et 2015, dont le 3e volet s'est vendu à lui seul à 10 millions d'exemplaires. Donc il y a vraiment une communauté qui s'est très très largement développée au fil des ans. Voilà. Et l'histoire des jeux vidéo, celle des livres, on est sur les mêmes périodes. Alors on n'est pas tout à fait non en fait les jeux en fait le récit de la trilogie vidéoludique se déroule après les éléments en fait des livres, même si évidemment ils piochent dans certains personnages clés, en font revenir d'autres. Voilà. Donc je sais pas si je dis c'est de la dark fantasy, je dis c'est heroic fantasy, mais c'est aussi de la dark fantasy avant tout, parce qu'on est dans un univers sombre, violent. C'est assez éloigné de l'univers d'un Seigneur des Anneaux par exemple. D'accord. On en parlait tout à l'heure, mais Ouais. voilà, il y a beaucoup d'humour noir très fort et beaucoup d'ironie aussi. Dans les romans et qu'on retrouve notamment au niveau de l'écriture dans les jeux, parce que les jeux ont été développés par un studio polonais. Ok. Ça s'appelle CD Projekt. Voilà. Merci Olivier pour ce petit récap. Shaima, toi aussi, je t'ai confié une mission, c'est nous expliquer en quelques mots ce qu'est un sorceleur. Eh bien, très simplement, c'est un chasseur de monstres génétiquement modifié. Donc, en fait, ils doivent passer dès l'enfance une série de tests, donc 3 tests à passer, qui leur permettent d'acquérir certaines capacités, comme la force, comme la capacité, par exemple, de voir la nuit, de guérir rapidement, sachant qu'il y a très très peu de personnes qui arrivent à aller jusqu'au bout de ces 3 tests. Parmi eux, il y a Henry Cavill, qui est génétiquement modifié encore plus que les autres. Il est reconnaissable par ses cheveux blancs et ses yeux couleur dorée, et c'est pour ça qu'on l'appelle dans la série le loup blanc. C'est à cause de son apparence. Ok, donc maintenant qu'on a posé les bases, écoutons un court extrait de la bande-annonce. Il y a d'ailleurs un teaser qui passe au cinéma juste avant Star Wars notamment, donc c'est dire si c'est une série importante pour Netflix. J'ai entendu maintes histoires sur ton espèce, sorceleur. Tu es un mutant, le fruit de la magie. Tu parcours le continent. On veut personne de ton engeance ici. Tu traques les monstres pour de l'argent. Je croyais que tu aurais des crocs ou des cornes, que sais-je. Je les ai limés avec soin.
Un petit avant-propos pour vous prévenir que nous allons spoiler, divulgacher dans cette émission, donc si vous n'avez pas encore vu la série ou pas encore terminé la saison, arrêtez tout de suite de nous écouter, mettez l'émission de côté pour plus tard. Donc, salut les gens qui s'en vont. Et pour les autres, on va s'en donner à cœur joie à partir de maintenant. Alors il y a des tas de sujets à évoquer évidemment, et pour commencer, petite question piquante, polémique, est-ce que pour vous, The Witcher, c'est le nouveau Game of Thrones, puisque c'est comme ça qu'on l'annonce depuis quelques mois déjà. Qui veut commencer ? Mégane, je sens que tu es inspirée. Non, alors oui, c'est vrai que c'est un peu délicat parce qu'en même temps, c'est difficile de ne pas comparer à Game of Thrones parce que la série HBO a quand même marqué la télévision et maintenant toutes les autres plateformes veulent leur Game of Thrones, en tout cas leur succès Game of Thrones en tant que série. Du coup, Netflix avec The Witcher, Amazon ce sera avec la série Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Donc c'est un peu difficile de pas se laisser aller à comparer à Game of Thrones, mais en même temps, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout la même communauté, ça a pas du tout la même portée. Donc c'est un peu compliqué d'à la fois se détacher de Game of Thrones et en même temps de ne pas y voir quelques similitudes. Mais non, clairement c'est pas, enfin The Witcher n'est pas le nouveau Game of Thrones, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes ambitions, je pense aussi, ce qui est un peu dommage, parce que moi l'histoire m'a plu en soi. Après, quand je dis que c'est bordélique, c'est parce que je trouve que c'est un petit peu maladroit, que ce soit en termes de narration, de construction, de jeu d'acteurs parfois, pour certains, mais en soi, l'histoire est vraiment intéressante. Enfin, c'est de la fantasy. Donc, tu disais, Olivier, de la dark fantasy et de l'heroic fantasy. Donc, moi, c'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Mais oui, c'est un petit peu maladroit. Ça touche parfois au nanardesque, mais pas le nanar, le truc pourri, le nanar un peu charmant. Et ça se laisse bien regarder, quand même. Tu parlais des moyens, au niveau des effets spéciaux notamment. Est-ce que donc il y a moins d'argent a priori que pour Game of Thrones et du coup ça se voit ? Comment vous avez ressenti ça, vous ? On connaît pas le budget d'ailleurs, je crois, des épisodes. C'est ce que Mégane me disait avant l'émission, c'est qu'ils avaient réduit le budget pour les effets spéciaux. Après, c'est une série qui se concentre vraiment sur les personnages. Il y a rarement de plans d'ensemble. Il y a rarement de plans avec beaucoup d'acteurs, avec beaucoup de figurants. Il y a très peu de plans avec beaucoup de figurants, donc c'est vrai que c'est pas aussi ambitieux que Game of Thrones, où je me suis arrêtée à la saison 5, donc je suis pas aussi fan que vous. Après, je sais que la saison 1 de Game of Thrones, elle était pas non plus totalement réussie, et elle permettait de développer l'univers, et c'est le cas dans The Witcher. Je pense que les saisons précédentes, et je sais que la showrunneuse aimerait faire 7 saisons en tout, je pense qu'il y a de quoi s'améliorer, et de quoi faire beaucoup plus ambitieux, et même... Je me mets à la place de Netflix, je me dis, The Witcher, c'est quand même beaucoup d'argent, je pense qu'on va d'abord faire une saison 1, voir ce que ça donne, si le public prend, si la série prend et que le public aime, il y a de quoi mettre beaucoup plus d'argent dans les saisons suivantes. Donc je pense que vraiment c'est ce qu'ils vont faire. Et on sait déjà qu'il y aura une saison 2, elle a été commandée et le tournage va démarrer assez rapidement. Donc... Il y a des rumeurs aussi que pour une saison 3 déjà. Donc, d'accord. On a The Witcher pour un moment. C'est ça. Olivier, toi au niveau du budget, je sais que tu es très fan de Game of Thrones, en tout cas tu as vu toute la série. Ouais, j'ai vu, c'est vrai. Au niveau du budget, en fait mon avis rejoint un peu celui de Mégane et Shaima, c'est-à-dire que c'est quand même une série qui souffle un peu le chaud et froid. Je trouve qu'il y a des effets spéciaux, la magie est énormément présente dans les bouquins et dans les jeux, mais partons sur les bouquins, parce que la série est une adaptation des bouquins et non pas des jeux, c'est toujours bon de le rappeler. La magie est énormément présente. Or, je trouve qu'elle souffle le chaud et le froid. Par exemple, il y a des effets spéciaux, notamment des plans de l'école de mages, par exemple, qui est, bon, j'ai oublié le nom parce que les noms sont assez compliqués, qui sont assez incroyables, des plans larges avec cette étendue désertique, donc il y a vraiment des plans ultra travaillés et des effets visuels ultra travaillés, et à côté de ça il y a des effets qui font cheap, quoi. Et c'est assez paradoxal parce que les effets spéciaux ont été faits par notamment, je crois pas que ce soit la seule boîte, mais par Platige Images. Platige Images, c'est la société en fait de Tomek Baginski, qui est le producteur délégué en fait la série, mais surtout c'est celle qui a fait toutes les thématiques de la trilogie vidéoludique et qui est unanimement saluée comme étant d'une qualité exceptionnelle. C'est d'ailleurs le seul lien de la série avec les jeux vidéo, en fait. Ouais. Et peut-être qu'effectivement faire des effets spéciaux pour des jeux vidéo, c'est quand même pas la même chose que pour
Bien sûr, de je la pense télé, que, quoi. bien sûr. Après, tout à fait. Là où je rejoins évidemment Shaima, c'est que je pense que c'est vraiment un galop d'essai. Il pouvait pas. Après, je sais pas dans quelle proportion le budget de production de Game of Thrones a enflé au fur et à mesure des saisons et du succès. On est passé de Mais, 5-6 millions par épisode à 15. Donc, Ouais, donc c'est énorme. Peut-être qu'on verra ça. Je sais pas quelles ont été les audiences pour Netflix au niveau de The Witcher. elles sont secrètes, donc on ne les saura jamais. Oui, mais ça serait bien. Bon, évidemment, on est un peu tributaire on a qu'un seul son de cloche, mais si on se fie en tout cas à Allociné uniquement, l'affiche est très très consultée, les contenus aussi, donc a priori. Et en France aussi, dans le top série que Netflix a dévoilé aujourd'hui, elle est classée dans le top 5, il me semble. Donc, elle a Ouais, fonctionné alors qu'elle en vient France. tout juste de sortir et c'est un classement sur toute l'année. Donc à voir comment, en tout cas de ce point de vue-là, ça va progresser, mais je pense qu'il y a une bonne marge de progression. Ouais. Ouais, moi je rejoins un peu l'avis de Mégane quand elle dit que c'est un peu compliqué de ne pas le comparer à Game of Thrones. Moi je trouve que c'est même inévitable. Je sais que c'est quelque chose que les fans n'aiment pas quand on compare. Je peux comprendre que ça n'a rien à voir, mais bon, la série a été lancée pour ça, enfin dans le même désir de créer une espèce de phénomène médiéval. Heroic Fantasy, etc. Donc voilà. Moi, les effets spéciaux dans la série, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus gêné. Comme le dit Olivier, c'est les plans de paysage sont extrêmement bien réussis. Franchement, ça, c'est vraiment top. Après, il y a des créatures. Bon, voilà, ça dépend. Il y en a qui sont bien faites. Le bouc dans l'épisode 2, moi, je m'en suis toujours pas remis. C'était d'un ridicule. Tu es dur. Ah ouais, non. Franchement, on dirait qu'il a un masque en latex. Mais bon, voilà. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un peu série B. Et... Ça manque un peu d'ampleur, quoi, de souffle. Pour moi, la mayonnaise prend, mais ça manque un peu d'épaisseur. Donc c'est pour ça que je suis très curieux de voir une saison 2. Il y a peut-être un côté précipité. On sait que souvent Netflix met des deadlines pour livrer les séries qui sont très très tôt. Finalement, il n'y a pas tant de production et de post-production que ça. Et peut-être qu'ils ont dû sur la fin un peu se dépêcher, quoi. Je crois que je peux me tromper, mais là, il me semble, en tout cas dans les premières news qu'on avait fait sur la série, je crois que la série n'était pas attendue avant encore l'année prochaine. Au début, c'était plutôt 2021, effectivement. Ouais. 2020, pardon. J'ai vu que le tournage avait commencé le mi-octobre ou fin octobre 2018. Donc ça veut dire que le temps que ça se tourne et après la post-production, enfin, il y a vraiment eu peu de temps, Ouais. quoi. Je trouve que moi, 1 an pour ce genre de production, c'est pas vraiment, c'est peu, quoi, quand même. Sur la fin, Game of Thrones mettait 1 an et demi avant de Oui, revenir. Donc, vraiment. voire Donc, même 2 ans. Au niveau des combats, des chorégraphies des combats, je crois que là, par contre, c'est un point assez positif et qui rejoint un peu Game of Thrones, d'ailleurs. Non, mais ça, c'est vrai. Je trouve que les chorégraphies, combats d'épée, etc., sont vraiment bien réussis. En plus, c'est bien filmé, c'est lisible. Et Henry Cavill, on sent vraiment qu'il s'est beaucoup entraîné. Bon, ça c'est sûr, hein, quand on voit la mastoc que c'est, enfin, c'est voilà, mais on voit vraiment qu'il s'est entraîné et ça c'est vrai que c'est vraiment l'un des points positifs. C'est assez plaisant à voir et je trouve qu'ils ont été assez généreux aussi dans le gore, même si quand je parle de gore, il y a beaucoup de CGI, c'est vraiment du sang numérique qui vole, mais c'est vrai que c'est assez bon là-dessus, ils sont assez généreux, je trouve. Moi, je trouve que c'est un des points forts. C'est la violence, l'univers du sorceleur est ultra violent parce qu'ils vivent tous les personnages évoluent dans un monde très violent, sans pitié. C'est médiéval, on meurt de la peste, on meurt plus souvent par la maladie ou par les armes que de vieillesse. Comme à l'époque médiévale qu'on a connue, donc et bah quand ils portent les stockades ou quand les haches se fracassent sur les armures, bah on sent que ça fait mal, quoi. Et d'ailleurs ça c'est un point que je trouvais aussi très bien dans Game of Thrones, quoi. Enfin quand les personnages faisaient broyer en 1000 morceaux, oui, je trouve que ça avait un côté, voilà, on sentait le poids des armes, on sentait que ça faisait vraiment super mal. Donc je trouve que c'est vraiment un point très réussi et Cavill est très bon dans le maniement de son glaive, quoi. Alors justement, il s'est beaucoup entraîné, Henry Cavill, ça d'accord, il a pris de la masse, etc. Mais est-ce qu'il a beaucoup répété ses textes? Est-ce qu'au niveau du jeu, ça suit ou pas? Je crois que là, les gens sont très divisés. Alors, je sais que Tom et moi, on n'est pas d'accord. Je sais qu'on m'a expliqué que dans les livres et dans les jeux, The Witcher était un personnage assez impassible, en fait. Il cache ses émotions. Et en fait, il transcrit assez bien ça assez bien à l'écran, je trouve. Il parle pas beaucoup, il est assez de marbre, mais il a quand même
il a quand même des sentiments. On le voit dans sa relation avec Yennefer. Et c'est ça qui m'a touchée d'ailleurs, c'est de voir un mec, un gros tas de muscles, qui est quand même tombe amoureux d'une sorcière. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et sa relation aussi avec Ciri. Petit à petit, on lui découvre un cœur. Et on comprend que il tient vraiment à elle sans même l'avoir déjà vue. Il croit au destin, il croit au concept de la loi de surprise. Pardon, je l'ai vu en anglais, je crois que c'est loi de surprise en français. Donc moi, l'acteur m'a convaincu finalement, même si je suis pas très fan d'Henry Cavill De manière générale. de manière générale. Là, il m'a vraiment plu. Je sais qu'il adore The Witcher, il a lu tous les livres, il a joué aux jeux vidéo, il a vraiment bataillé pour avoir le rôle et ça se voit. Je sais que Megan n'aime pas ce côté fanboy par contre. Du coup, oui, c'est vrai qu'Henry Cavill, je suis pas très fan non plus de manière générale de l'acteur comme toi. Je trouve qu'en fait, Henry Cavill, comment dire, il focalise trop sur ses expressions faciales, alors que le personnage est quand même bien plus complexe que ça. C'est pas quelqu'un qui ne ressent rien. Il va au-delà de son rôle de sorceleur en fait. Dans sa manière de s'exprimer, il est toujours dans le. Ouais, en fait, il est toujours ramené à ses principes de sorceleur, mais plus il avance et plus il émet quelques jugements et il se rend compte aussi de la cruauté que peuvent avoir les êtres humains et donc le personnage est plus complexe que ça et je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à développer dans son jeu d'acteur par rapport à ça et je trouve qu'il creuse pas assez. Il reste trop en surface. Après, je complète les propos. Je pensais notamment on parlait du look de l'aspect de Henry Cavill, sur le fait qu'il est un peu taillé comme un 3/4 Montferrandais, un rugbyman, trop d'ailleurs. Alors sur les forums, ça s'écharpe parce qu'on dit mais non, on prend toujours comme point de référence le jeu. Je dis une chose importante, c'est que le jeu pendant très longtemps, avant la série, c'était la seule je mets de côté la série polonaise qui est passée un peu sous le boisseau. C'était la seule référence visuelle qu'on avait du personnage. Et il y avait une identité visuelle extrêmement forte. Et donc du coup, la comparaison était quand même inévitable, qu'on le veuille ou non. Et c'est vrai que le personnage, en tout cas aussi l'image qu'on s'en fait, notamment quand on lit les romans, c'est qu'il est musclé, mais il n'est pas taillé comme une armoire comme Henry Cavill. Et du coup, je pense qu'aussi même dans sa démarche, ça fait un peu Terminator. On sent le poids de son armure quand il avance. Voilà. Donc je pense que ça joue un peu contre lui. Il a soulevé un peu trop de fonte. Oui, il aurait dû fond. À la base, il n'était pas non plus à ce point mastoc. Il avait pas besoin d'en faire des tonnes. Franchement, quand il est... Ouais. Mais quand on va torse nu plusieurs fois dans la série, on sent qu'il a poussé la fonte beaucoup. Trop. Voilà. Après, effectivement... c'est censé être un personnage très taciturne, très dont les liens vis-à-vis des émotions. C'est d'ailleurs un ressort narratif puissant dans l'univers The Witcher, parce que c'est notamment dans l'histoire qui le lie avec Yennefer. Ça sera, j'espère, montré encore plus dans la saison 2. Mais justement, le fait que il soit coupé littéralement de ses émotions, du fait de ses mutations et du fait qu'il soit stérile. Lui aussi. Oui, aussi, les stériles. Donc ça expliquera aussi le lien aussi avec Yennefer, un point commun. Il a des émotions. Oui, sur le fait qu'il soit coupé en fait de ses émotions. Et dans ce sens-là, je trouve que Cavill fait effectivement plutôt correctement le job, même si dans le premier épisode, ça part c'est pas génial quoi. Je trouve qu'il y a quand même une montée, j'allais dire montée en puissance, je vais peut-être pas jusque là, mais quand même une montée en gamme dans l'incarnation du personnage. Après, je crois qu'il y a une anecdote, c'est vrai qu'effectivement il était tellement obsédé à l'idée du personnage du jeu qu'il voulait même reproduire le timbre de la voix du personnage dans le jeu en fait. C'est le cas. C'est amusant. C'est l'impression qu'on a. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà, je suis pas ultra emballé, mais on a déjà vu bien pire. Ouais, moi j'ai rien contre Henry Cavill. Je l'avais beaucoup aimé dans Mission Impossible par exemple. Je l'avais trouvé vraiment super. C'est vrai que dans la série, alors je sais, on m'a expliqué aussi qu'il n'avait pas d'émotion, etc. Mais après, ne pas avoir d'émotion, enfin un personnage qui n'a pas d'émotion, ça ne veut pas dire aussi jouer comme une truelle. Et en fait, je l'attendais ça là. Il est vraiment. Après, c'est vrai. Je sais pas si la série a été tournée de façon chronologique, mais probablement pas. Mais c'est vrai qu'il s'améliore au fil des épisodes, il faut être honnête. Mais au début, il fronce les sourcils, il grogne. C'est la cata, quoi. Même Ryan Gosling, par exemple, dans Drive, n'a pas non plus d'émotion. Enfin, c'est un personnage qui est très... Voilà. Et pourtant, il arrive... Enfin, c'est le travail d'un acteur aussi de
parvenir à faire passer des choses sans pour autant hurler en tous les sens, etc. Et ça, je trouve qu'il a un peu de mal, mais voilà, peut-être qu'il s'améliorera plus tard, j'ai confiance en lui. C'est vrai que le grognement, je pense, ça apporte un côté décalé au personnage, que ça plaît ou pas. Après, c'est que certaines de ses répliques font rire. Moi, ça m'a jamais fait rire. Hein. C'est vrai il sort des répliques des fois assez drôles et marquantes, et du coup, ça apporte un petit plus au personnage, je trouve. Ça le rend un peu plus sympathique. Quand on a fait la préparation de l'émission, on n'avait pas parlé du personnage de Jasquet, en fait, le barde, qui deviendra son meilleur ami, qui est insupportable. Pardon. Qui est insupportable. Ah, je sais pas, on a les avis partagés. Non, moi, je trouve qu'il est très fidèle. Moi, j'aime bien ce troubadour. Moi, il me fait beaucoup rire. Moi, je l'aime bien. Justement, c'est le contrepoint. Le sidekick. Oui, c'est exactement ça. C'est pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est un barde. Voilà, pour ceux qui donc c'est un troubadour barde le plus célèbre du royaume, qui narre les exploits et les mésaventures du sorceleur, et pas seulement d'ailleurs. Hein. Et donc un personnage qui est très très présent dans la série, et du souvenir que j'en ai des jeux et des romans. Enfin, j'ai pas lu tous les romans. Hein. J'en ai lu pour l'instant 3. Et je trouve assez fidèle en fait à cet univers-là, quoi. Donc il est plutôt pas mal du tout en fait, ce personnage. Mais il disparaît à partir de l'épisode 6 à cause des différentes timelines qui se rejoignent. Il disparaît, c'est comme son cheval, des fois on le voit là, des fois on le voit là. Il disparaît, il réapparaît, pareil pour le barde. Oui, il y a un problème dans la temporalité qui est pas clair du tout. Ouais. C'est le jeu. Enfin, je suppose qu'on en discutera après. On peut en parler dès maintenant. Ils ont fait le choix pour chaque personnage, de prendre une timeline différente. Par exemple, celle de Yennefer commence 100 ans, je crois, avant celle de Ciri. Et plus la saison avance, et plus leurs histoires vont se croiser. C'est dans le dernier épisode, il me semble. C'est un parti pris que moi j'ai apprécié, parce que ça symbolise en fait toute la thématique de la série, qui est le destin. En fait, la série a fait le choix de prendre 3 timelines différentes, à la fois pour Ciri, Yennefer et Geralt. Et j'aime cette idée parce que ça symbolise l'idée même de la série, à savoir que chacun des personnages est relié par le même destin. Et donc en fait, par exemple, l'histoire de Yennefer commence 100 ans avant Ciri, il me semble, et Geralt arrive entre les deux. Et plus la saison avance, et plus ces 3 personnages-là, plus les histoires se croisent et se regroupent, notamment dans le dernier épisode où Geralt retrouve enfin Ciri. J'aime cette idée parce que après ça peut perdre les gens, parce que c'est un univers assez riche. Et le fait de savoir où se situent les personnages dans la timeline, parce que c'est pas clair dès le début, je pense que tu le comprends à partir de l'épisode 3 ou 4, qu'en fait chacun évolue dans une timeline différente. Et à certains moments, il y a des personnages qui sont morts, à certains moments, ils sont vivants, donc c'est vrai que ça peut perturber les gens. Mais moi, j'aime ce parti pris, j'aime le fait qu'ils aient osé faire ça. Pardon, je vais peut-être... Oui, non, c'est oui, alors, en fait, je trouve que c'est très casse-gueule, en fait, parce que je trouve justement que c'est un des points négatifs pour moi dans la série, parce que je trouve pas que des qualités, ça se fait dire comme ça, c'est que c'est un univers qui est assez complexe, on ne sait pas vraiment, on a du mal à comprendre qui est contre qui est avec qui, etc. Donc là, on parle des fameux Nilfgaardiens. Donc c'est que c'est un royaume mené par un souverain qui est très belliqueux, qui veut envahir ses voisins. Mais on a en fait ce qui est problématique, je trouve, c'est qu'on a du mal à comprendre vraiment les enjeux méta, on va dire. Et c'est un peu problématique parce que l'univers, je sais pas comment la suite, je sais pas ce que la suite va donner. Mais ça, je trouve que ça manque donc de repères, notamment temporels. Même si effectivement c'est plutôt malin de jouer sur les timelines différentes, mais je trouve pour une première saison un peu plus d'indications quand même au niveau de la temporalité. Il y a plusieurs moyens de le faire, hein. Ou même par exemple une carte avec une espèce de voix off comme ça, une carte façon manuscrit, enfin je sais pas, donner davantage de repères, de cadre géographique pour les spectateurs, parce que c'est honnêtement alors que je me suis fadé j'ai essoré plutôt les jeux vidéo et les bouquins, j'ai pas terminé mais j'ai commencé.
c'est quand même vachement compliqué, si quoi. toi t'es perdu, qu'est-ce que c'est pour les autres J'étais aussi perdu qu'au début de Game of Thrones, où honnêtement, la première saison, je comprenais pas quelle maison était contre laquelle. Oui, c'est vrai. L'espèce de guerre des roses, guerre de 100 ans, je comprenais rien, mais rien de rien. Et il m'avait fallu au moins 4-5 épisodes pour commencer à comprendre, ah oui, donc machin est avec un tel, d'accord. C'est toujours risqué, c'est un peu qui tout doux, mais c'est aussi une façon de donner envie aux gens de rester pour comprendre justement. Si tout est évident tout de suite, je pense que c'est quand même risqué. C'est quand même risqué parce que là, en même temps, Game of Thrones à l'époque, c'était un univers, pour ceux qui n'avaient pas lu les romans de Martin, c'était totalement neuf. Mais j'ai tendance à considérer que dans un univers aussi neuf, c'est bien quand même de partir sur des bases un peu solides et notamment de donner des repères spatio-temporels, un cadre, quoi. Et là, on sait pas trop. Donc là, au début, dans le premier épisode, on sait qu'il est dans un patelin qui s'appelle Blaviken. Bon, bah oui, d'accord, Blaviken, ok, mais c'est où, c'est quoi Non, mais ce sont des noms qui sont on est un peu bombardés par des noms comme ça, et on sait pas très bien où on va, etc. Donc je trouve qu'il y a un manque à ce niveau-là, quoi. Vous avez déjà un peu évoqué ce personnage, mais je crois qu'il fait l'unanimité, c'est Yennefer. C'est un peu la favorite déjà des téléspectateurs, j'ai l'impression, on parle beaucoup d'elle. Est-ce que finalement la série elle aurait dû s'appeler Yennefer, tout simplement, que c'est ça l'accroche la plus intéressante? Olivier fait des bisous avec ses mains. Vous ne voyez pas là. C'est clair avec ses doigts. C'est off the record, elle est sublime. Alors c'est avec grâce à l'actrice. l'actrice, c'est grâce au personnage, c'est les deux. Qu'est-ce que vous avez aimé avec elle? Bah, c'est un tout, ouais, c'est l'actrice, c'est le personnage. Après de là à appeler la série Yennefer, faut peut-être pas exagérer non plus, parce que faut pas non plus enlever l'essence quand même de cet univers. Ça s'appelle The Witcher, c'est quand même pas pour rien. Mais c'est vrai que Yennefer apporte quelque chose de vraiment intéressant. Son personnage est intéressant et je trouve que c'est le personnage le mieux écrit en fait, le plus complexe, le plus fourni, parce qu'on apprend vraiment énormément de choses sur elle, alors que sur Geralt, finalement, on sait pas grand chose de lui et c'est dommage. C'est dommage. Alors j'espère quand même qu'en saison 2, on en apprendra peut-être un petit peu plus sur son entraînement, sur ses origines, comment et pourquoi il est devenu ce qu'il est. Ce serait intéressant, mais c'est vrai que Yennefer est pour moi le personnage le plus construit. Et donc c'est ce qui la rend plus intéressante. Oui, c'est un personnage qui est même touchant. Enfin, elle est bossue, enfin, elle est difforme, elle bouge complètement de traviole, elle donne à manger aux cochons. C'est vrai, elle est vendue pour une bouchée de pain par un père qui l'aime pas du tout. Donc elle est maltraitée, elle est battue. Enfin. Ouais, c'est un personnage, mais même émouvant. Enfin, je trouve il y a cette revanche justement qu'elle a à prendre, qu'elle prend sur son ancienne existence en devenant ce qu'elle est. T'as une magicienne absolument sublime, mais tellement sublime qu'elle en est irréelle, quoi. Au prix aussi d'un sacrifice, d'une malédiction personnelle, puisque elle peut plus enfanter, donc c'est un donné pour un rendu. C'est un personnage qui est super bien écrit et d'ailleurs bien mieux écrit que une Triss Merigold, l'autre magicienne dont j'espère on la verra davantage dans la saison 2, mais qui est quand même vachement en retrait sur cette première saison. Je crois qu'on doit l'avoir peut-être 3 fois sur 8 épisodes. Qui est un personnage pourtant on va dire c'est la Sainte Trinité, hein, c'est Triss Merigold, Yennefer de Wengerberg et Gérald de Rive, hein, c'est vraiment le triangle amoureux, donc j'espère qu'elle aura beaucoup plus de consistance et d'épaisseur dans la saison 2. Voilà. Ouais, je suis d'accord, moi je pense que Yennefer c'est vraiment l'héroïne de la série. En plus l'actrice Anaya Chalotra, elle est vraiment, pour moi c'est une révélation, je la connaissais pas du tout et je trouve qu'elle est aussi charismatique en bossu que après sa transformation. C'est un peu étrange de dire ça, mais non vraiment il y a une vraie évolution dans le personnage, c'est une écorchée vive et c'est vrai que c'est assez intéressant de la voir. En fait c'est l'un des personnages qui a le plus de profondeur ou sur lequel on peut plus voir, et il y a vraiment un arc narratif qui est vraiment bien construit autour d'elle et je trouve que la série en fait prend sens quand elle est là en fait, vraiment. Et voilà, je trouve qu'elle parvient à vraiment réussir toutes ces scènes et voilà. Et ça nous amène à parler de la nudité, puisqu'elle est souvent nue dans la série. Est-ce que la nudité dans la série vous a semblé un peu gratuite parfois? Est-ce que c'est un ingrédient obligatoire quand on fait de la fantasy? Je suis pas assez calée sur le sujet parce que je suis pas très fan de la fantasy.
Et je vous avoue que les 2 scènes d'orgie dans la saison 1, qui n'étaient pas vraiment nécessaires, je m'en serais bien passée. Voilà, je pose ça là. Des scènes en plus où ce sont les femmes, essentiellement, que l'on voit vraiment nues, tandis que Henry Cavill, lui, finalement, se montre pas tant que ça. Ce qui est assez étonnant, parce qu'on l'a déjà vu nu avant, dans les Tudors notamment. Bah, Henry Cavill est surtout torse nu, quoi. Mais c'est vrai que c'est les filles qui sont tout On le voit temps. un peu de fesses, quand même. On voit un peu de fesses, un peu de profil, quand même. Ouais, enfin, franchement, faut vraiment regarder. Discrètement. Faut pas cligner des yeux. Faut pas cligner des yeux. Mais Olivier va nous en parler. Apparemment, c'est la dimension érotique est très importante dans l'univers de The Witcher. Donc, bon, voilà. Moi, ça m'a pas forcément dérangé, ces scènes d'orgie, etc. Mais c'est vrai que c'est tout le temps. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit ringard. C'était pas seulement aussi dans comment la série est faite. C'est aussi toujours pareil. C'est qu'on montre en fait toujours les femmes, mais parce que aussi on vise une certaine cible, on va dire, en tant que téléspectateur. Donc voilà, mais c'est dommage en fait. Justement, ils auraient pu prendre. En plus, comme c'est une showrunneuse c'est Lauren Schmidt qui fait cette série, on met beaucoup en avant les personnages féminins et donc justement, ça aurait été l'occasion de prendre, je trouve, le contre-pied et justement de faire un peu l'anti Game of Thrones là-dessus et de proposer quelque chose de entre guillemets plus féministe ou plus paritaire. Et en fait, non, même pas ça, ils le font même pas, et c'est dommage. Mais je pense que c'est en fait là je suis pas d'accord avec toi Thomas, c'est que c'est pas un univers où on parle de parité en fait, enfin de l'univers de Witcher. C'est un personnage qui fréquente fréquente assidûment les bordels, Jasquier notamment, il est tout le temps dans les jupons des femmes, au bras de femmes enlacées, etc. Que ce soit d'ailleurs dans les jeux ou dans les bouquins. Je voudrais pas réduire les bouquins non plus à ça, hein, faut pas faire dire ce que j'ai pas dit. Donc c'est un univers qui est sale, parfois repoussant. Il y a comment dirais-je, on maltraite les prostituées, mais même dans les bouquins. Donc ça, c'est aussi un reflet c'est aussi l'une des forces d'ailleurs de l'univers The Witcher. C'est aussi un reflet de la société aussi dans laquelle on vit, avec la corruption, la mendicité, les rapports au sexe. J'ai parlé le racisme, le fanatisme religieux, etc. Tous ces thèmes-là, la prostitution, tous ces thèmes-là font partie de l'univers de The Witcher. Et je trouve justement que, contrairement à Game of Thrones, où on pouvait, notamment Emilia Clarke, c'était plein de nudités gratuites, au point qu'elle a fait réécrire son contrat pour la saison 2, je crois, par la saison 2 ou 3. Là, justement, pour moi, c'est pas du tout gratuit. C'est justifié. Alors après, on peut effectivement ergoter sur le fait que Cavill, oui, on voit pas en full frontal, ou on voit juste le torse, mais il a négocié un angle de 45 degrés pour qu'on lui voit la cuisse gauche, pas la cuisse droite. Ouais, c'est possible, mais moi ça me gêne pas. Ça me gêne pas. C'est pas une nudité gratuite pour moi, je trouve. Voilà. Après, faudrait pas non plus je pense pas que ça virera à l'orgie. Enfin, on verra. Hein, moi, j'en sais rien, mais je crois pas que c'est du tout l'esprit qui veulent donner à la série. Donc, je crois pas qu'on verra davantage de nudité que ce qu'on a vu, que les jalons qu'ils ont posés dans la saison 1, je pense. Si c'est comme Game of Thrones, au fur et à mesure, il y avait de moins en moins de sexe finalement. C'était plus du tout le truc pour appâter le téléspectateur. C'est peut-être le chemin qu'ils prendront, peut-être. Ouais. Il y a une polémique aussi sur des personnages noirs dans la série. Est-ce que vous pouvez un peu nous l'expliquer et donner votre point de vue là-dessus? Puisque, a priori, dans les livres, donc, il n'y avait pas de personnages noirs, et dans la série, il y en a. Ouais, alors c'est le cas notamment des 2 sorcières, Triss et Frigilla, je sais même plus comment elle se dit. Triss Merigold, c'est celle dont il parlait tout à l'heure. Dans les livres et dans les jeux, c'est une rose aux yeux verts, il me semble. Et Frigilla, elle est pas du tout noire. Et il y a aussi le cas d'un nain. Enfin, les gens ont remarqué ça vraiment dans le fond, et c'est vraiment des fous. Non, mais même le garde du corps de la reine Calante qui est noir. Enfin, il y en a beaucoup au final. Il y a beaucoup de personnages au trait afro-américains, mais ouais. Ouais, donc les gens s'en sont plaints parce que la série est basée et s'inspire. S'inspire de quoi? En fait, ce sont les mythes un peu, toute une histoire slave en fait. Donc c'est vrai que ça a été écrit par un auteur qui n'avait pas des références culturelles forcément avec des physiques afro-américains, etc. Donc c'est une liberté qu'a prise la showrunneuse.
Après, j'ai fait une news d'ailleurs le jour il y a quelques jours par rapport à l'auteur qui donnait son avis sur la série et il disait moi je suis pas intervenu en fait dans l'écriture, j'ai pas mis mon grain de sel, je respecte la volonté de l'artiste et quand je m'en mêle c'est vraiment très très rare. Donc elle a eu carte blanche pour dépeindre l'univers tel qu'elle l'entendait en respectant quand même certains canons, mais notamment, pourquoi pas, en prenant la liberté de mettre des personnages métissés en arrière-plan, etc. Moi, c'est pas choquant. Après, il y a toujours des fanatiques du bouquin, de l'univers, qui bah non, ça part de l'univers slave. Donc, à cette époque-là, médiévale, il n'y avait pas de personnes noires. Bon, voilà, ça, faut quand même un peu raison garder. Ça reste un univers fantastique où finalement oui. tout Voilà, est possible. voilà. Et il y a En fait, les gens ils sont prêts à accepter qu'il y ait des boucs et tout, et en fait des noirs ils sont pas. Enfin, c'est ahurissant. Faut quoi. prendre le problème dans le sens inverse aussi, c'est que s'il n'y avait pas de minorité à l'écran, les gens auraient aussi protesté. Effectivement, pas les mêmes peut-être, mais oui, il y aurait eu aussi des mouvements de protestation. Est-ce que Yennefer est blanche aussi Elle est non, oui, mais là, c'est une actrice là, elle est indienne. indienne. Et ça pose pas de problème. Par contre, les personnages noirs, ça pose problème. Mais dans les livres, dans les jeux vidéo, elle est blanche. Yennefer, Ouais, c'est c'est ça vrai. Ok, Ouais. d'accord. D'ailleurs, pour les scènes de combat, The Witcher a eu recours à quelqu'un qui est très connu dans l'univers Game of Thrones, c'est Vladimir Furdik, qui était cascadeur, maître d'armes sur Game of Thrones et qui a incarné aussi le fameux roi de la nuit. Et donc, il a travaillé sur The Witcher. Donc, bon, voilà. Quand je disais que c'était un petit peu compliqué de pas comparer Game of Thrones à The Witcher, en voilà un exemple. Mais du coup, oui, je pense que ça a apporté un énorme plus aux scènes de combat qui sont effectivement très bien travaillées et très bien chorégraphiées. Alors évidemment, on l'a dit en début d'émission, il y aura une saison 2 de The Witcher, elle est déjà commandée et elle arrivera, on l'espère, en 2020, fin 2020. Qu'est-ce que vous en attendez de cette saison 2 ? Parce que vous avez beaucoup dit au cours de la conversation que vous attendiez finalement des choses, des améliorations au niveau du jeu, au niveau de plein de choses. Donc si vous deviez résumer la saison 2 pour vous, qu'est-ce qu'elle doit absolument avoir pour être plus réussie, la série ? Connaître l'histoire de Geralt de Rive. Je crois que c'est dans l'épisode 7. Il fait un rêve où il voit sa mère. Enfin, je sais même pas si c'est un rêve. On sait pas trop, mais du coup, En fait, il a été abandonné. Ouais. Oui, il a été abandonné par sa mère, qui est une sorcière, il me semble. En fait, ça répond à quelques questions, mais ça en lance aussi d'autres. Et j'aimerais savoir, j'aimerais que lui retourne avec Ciri là où il a été élevé. Et là où il a suivi sa formation avec son maître. Et qu'elle commence elle aussi à suivre la formation de sorceleur et qu'on en apprenne davantage sur son passé et comment elle en est arrivée à être qui il est en fait. D'autres attentes ? Même chose que Shaima, qu'on découvre enfin la forteresse de Kaer Morhen, c'est-à-dire la base des sorceleurs, là où sera formée Ciri, qui deviendra une sorceleuse. Que les enjeux, on va dire, méta, c'est-à-dire des guerres entre les royaumes, soient mieux posés, moins brouillons, moins confus. Parce que là, c'est un peu le foutoir, honnêtement. On a quand même encore du mal, comme je disais tout à l'heure, à savoir qui est quoi, qui fait quoi, qui est contre qui. Donc, mieux poser les enjeux dramatiques, les ressorts méta, hein, voilà. Et puis, plus de Triss Merigold, parce que là, c'est un peu la portion congrue. Voilà, à part le dernier épisode où là, elle lâche tout dans la bataille finale, là, avec aux côtés Yennefer. Voilà, et puis un budget peut-être un peu revu à la hausse. Je vois Thomas qui opine du chef. Oui, un budget revu à la hausse pour que certains décors fassent moins carton-pâte comme les premiers Blaviken où on a l'impression que on dirait les décors de carton-pâte du Dr Caligari, là, espèce de truc de façade avec rien derrière. Ça c'était un peu gênant quand même. Voilà, qui contrastait d'ailleurs par ailleurs avec des plans parfois très beaux, etc. Donc voilà, un truc un peu moins cheap, quoi. En fait, quelque part, que ça fasse un peu moins propre et un peu plus sale. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que la série ne manque pas d'ambition, donc justement, un budget un peu plus élevé, ça permettrait justement d'aller peut-être plus loin et d'offrir un spectacle un peu plus
je dirais pas de meilleure qualité, mais au moins on est vraiment devant un truc de grand spectacle et qu'ils aillent vraiment à fond, qu'ils ne se restreignent pas. Et j'espère aussi qu'ils continueront sur la même lancée avec les personnages féminins et toujours aussi bien travaillés. Et ça serait vraiment bien. Je crois que tout a été dit. Hein. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Plus d'informations sur le passé de Geralt, sur les sorceleurs, effectivement plus de budget si c'est possible, parce que moi j'aimerais bien voir un petit peu plus de bestiaire aussi, parce que c'est quand même dommage. Enfin, c'est un sorceleur, c'est un chasseur de monstres, et le monstre qu'on a vu dès le premier épisode, c'était pas ça du tout. Lequel le sorte d'araignée là dans le premier épisode. Le Kikimora. Le Kikimora. Voilà, Kikimora. merci, le Kikimora. J'ai oublié son nom. Ouais, ce sont des noms un peu barbares. Voilà, ouais. non, mais voilà, moi j'ai envie de voir un peu de ça aussi. Vraiment, c'est un chasseur de monstres, et je pense que malheureusement le bestiaire a été un petit peu mis de côté. Et je trouve que ce sera intéressant de voir, enfin, vraiment qu'est-ce qu'un sorceleur, quoi. C'est quoi ses missions, voilà. Et puis oui, voir toute sa relation avec Ciri, effectivement, comme tu disais, Shaima, ça peut être très intéressant, une sorte de parcours initiatique, d'apprentissage. Je pense qu'on peut faire un lien, tout en essayant de faire plusieurs temporalités, ça peut se faire aussi, un parcours initiatique en parallèle entre le passé de Geralt, comment il est devenu sorceleur, et la formation de Ciri, pourquoi pas, si ils veulent rester dans la même construction narrative, ça pourrait être intéressant. Mais, comme tu disais Olivier, avec des marqueurs de temps, s'il vous plaît, pour comprendre un petit peu tous les enjeux politiques qui me paraissent très intéressants, mais que du coup, qui ont été même cruciaux d'ailleurs. Voilà, mais qui ont été très compliqués à comprendre, quoi. Ouais. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et j'ajouterais, parler de budget, mais je leur rappelle quand même que Netflix a lâché 175 millions de dollars pour Martin Scorsese pour son Irishman, pour un one-shot, qui est très bien, hein. Mais je me dis, bon, s'ils peuvent lâcher 175 millions pour un film, qui dure certes 3h20, je me dis qu'ils peuvent lâcher quelques étrennes en plus, quand même, pour une série, qui est visiblement va être vue voilà. énormément dans le monde, ouais. Voilà. Je pense qu'ils peuvent le faire. Et pour rebondir sur ce que disait Megan, Ciri, c'est un personnage qui n'a pas vraiment été exploité dans la saison 1. À parcourir, à se cacher, elle a pas fait grand chose. Moi, j'aimerais savoir, 1, d'où viennent ses pouvoirs, et c'est quoi cette histoire de prophétie, et 2, c'est quoi la flamme blanche. Ça sort de nulle part, on sait pas ce que c'est, on sait pas qui c'est. Moi, j'aimerais vraiment... Et même sur internet, j'ai pas eu la réponse, donc j'aimerais savoir ce qu'ils vont en faire. Si vous savez ce qu'est la flamme blanche, commentez cette émission, s'il vous plaît. Contactez-moi sur Twitter. Tu vas être inondé là. Très mauvaise idée. Bien, merci à tous les 4, Olivier, Shaima, Megan et Thomas, pour ces échanges. Merci à vous de nous avoir écoutés. Spotlight revient très vite pour une nouvelle émission. On vous donne également rendez-vous dans notre autre podcast, Y'a quoi de bien, une émission de recommandations ciné-séries. Et je me permets de vous suggérer une bonne résolution pour la nouvelle année, c'est suivre le fil de cette émission Y'a quoi de bien, puisqu'elle a désormais un fil dédié sur votre plateforme préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast et les autres. Merci encore et à très vite. Salut. Merci. Salut. N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts.